Ok, bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui ont un sujet qui est cher à tous les Sciences Po. Après et à l'heure de la crise Covid. Alors la crise Covid, on souhaite, est derrière nous. Pour autant, l'hiver vient, comme le dit une série assez connue. Et c'est vrai que l'hiver, depuis une semaine ou deux, quand on parle de l'hiver dans le débat public, on pense évidemment aux dragons du risque énergétique, aux différents problèmes que vous connaissez bien. Pour autant, il y a d'autres dragons qui existent, et dont les risques épidémiques, et dont les risques pour la santé publique. Et donc, vous avez aujourd'hui des acteurs réunis de cette crise, et puis des personnes qui sont également encore très attentives aux prochains mois. Donc l'objectif aujourd'hui, ce n'est pas de faire le bilan de ce qui s'est passé, je crois que cette thématique est largement traitée dans toutes sortes d'instances, c'est plutôt de s'intéresser à la fois sur ce que nous avons appris quand on parle de résilience, ce que la France, ce que les pouvoirs publics, ce que le système de santé, ce que les politiques également ont pu apprendre de la dernière crise, et puis surtout comment de cet apprentissage on va se renforcer et comment on va préparer très concrètement l'hiver prochain, l'année prochaine, et puis en quoi le monde d'après le Covid est un monde différent. Donc sans plus attendre, je vais passer la parole au professeur Delfraissy, qu'on ne présente plus, qui était le président du conseil scientifique, qui est aussi un éminent professeur. Et professeur, je vais vous laisser introduire nos débats. Et ensuite, nous passerons à la table ronde. Je vous en prie, professeur. Merci à tous. Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Puis ça me permet de revoir vraiment des personnes que je revois avec plaisir, parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble à des degrés divers. Et c'est toujours voilà, intéressant dans cette période plus calme, sur le plan sanitaire en tout cas, de prendre le temps de se revoir. C'est une aventure un peu extraordinaire, évidemment, qui vient de se passer, y compris pour un médecin et pour le conseil scientifique. La pandémie n'est pas finie. Hein, c'est un point qu'a fait le conseil scientifique avant de se partir le 31 juillet 2022. Mais on la gère différemment, et évidemment la notion de temporalité dans la gestion de la crise est un élément essentiel sur lequel je reviendrai. Quelques réflexions d'une grande banalité finalement de premier retour d'expérience, qui ne sont pas un retour d'expérience, parce que ce n'est pas à nous de le faire, c'est à d'autres gens, d'autres équipes d'avoir un regard critique sur ce qui a pu se passer. On a oscillé dans cette crise entre des mesures, un premier grand paquet de mesures de santé publique qui elles-mêmes étaient divisées entre des visions individuelles et des visions collectives. Hein, c'est toute la première partie de la crise qui conduit à des mesures de santé publique sans précédent, de type confinement, hein, une mesure qui date du Moyen-Âge. Et après, à cette oscillation entre l'intérêt individuel au nom de l'autonomie, au nom de la liberté, versus une vision plus collective pour protéger la collectivité ou certaines populations plus à risque. De l'autre côté, et il ne faut pas les opposer, mais elles sont complètement additives, on a une innovation sans précédent, extraordinaire. Et certains d'entre nous, Yazdan Pana, Brigitte, on est des spécialistes de l'innovation sur des maladies infectieuses, et on a vécu quand même avec le Covid, avec très rapidement l'arrivée de vaccins, de possibilités de diagnostic, de séquençage sur des très grands nombres d'échantillons, de l'utilisation des énormes bases de données, d'une communication internationale sans précédent. Donc il y a une innovation vraiment tout à fait extraordinaire. Et moi j'étais persuadé dès le début qu'on ne s'en sortirait pas avec des mesures de santé publique. Ces mesures de santé publique étaient là pour calmer le jeu, pour essayer de tenir sur l'année 2020 en attendant que l'innovation arrive. Et c'est d'ailleurs un peu ce qui s'est fondamentalement passé, puisque si on est dans cette situation maintenant, c'est parce que nous sommes vaccinés. Enfin, il n'y a pas de... tout le reste, c'est du baratin. Nous sommes vaccinés, et donc la gestion de la crise est complètement différente. Alors, ça, c'est une première vision le paquet santé publique versus le paquet innovation. L'autre point qui est aussi en transversal, c'est que cette crise a illustré
ce qui pour vous doit être aussi un enjeu, c'est ce qu'on appelle la démocratie en santé ou la démocratie en sanitaire, ou ce que les anglo-saxons appellent le social participation. C'est comment on construit une vision de la santé qui est construite, bien sûr c'est le politique qui décide, c'est les médecins, les scientifiques, les sachants entre guillemets qui aident à comprendre, mais le citoyen, l'utilisateur du système de santé est un élément totalement aussi essentiel. Et si on n'a pas le triangle, si le triangle ne se construit pas, et il s'est plus ou moins bien construit selon les périodes de la crise, eh bien on tombe sur le véritable enjeu des résolutions de crise, c'est comment on établit la confiance entre les citoyens, les scientifiques, les citoyens, le politique, les décideurs, et on doit le construire sur ce triangle de démocratie en santé. Alors très rapidement, pour résumer, cette crise, je la vois moi en 3 parties. La première qui est l'année 2020, qui est l'année des confinements. On ne sait pas faire autre chose, entre guillemets, ou très peu. Il y a beaucoup de discussions, bien sûr, autour de l'utilisation des masques sur le mécanisme de transmission. Mais fondamentalement, l'outil qui a été utilisé, c'est les 2 grands confinements, que ce soit d'ailleurs en France ou dans les autres pays européens. Souvenez-vous, mars, puis un 2e confinement dans des conditions moins strictes à partir de la fin octobre 2020. Et on est pratiquement sans outils au sens de l'innovation. On a bien sûr le diagnostic, mais à part le diagnostic, on a très peu de choses. Et tout s'effondre, les médicaments soi-disant qui étaient utilisés ne marchent pas. Enfin, il y a toute une série de choses où l'innovation n'est pas du tout au rendez-vous. Et le politique a du mal à comprendre que l'innovation ne soit pas au rendez-vous. Il ne comprend pas pourquoi ça ne va pas plus vite. Pourquoi on ne trouve pas plus vite. Et le temps de la science n'est évidemment pas le temps du tout, le temps politique. Il y a une 2e année qui est l'année 2021, c'est la course entre les variants, l'arrivée des variants, et l'arrivée des vaccins. On pense dès début 2021 avoir la solution avec les vaccins, c'est miraculeux ces vaccins, même si on se trompe un peu au début sur la nature de ces vaccins, qui protègent très bien contre les formes sévères et les formes graves, qui ont un effet très limité finalement sur la transmission. Ils ont un effet, mais il est plus limité qu'on ne l'avait imaginé au départ. Et puis de l'autre côté, on a les variants. Et les variants se trouvent, et vous ne l'avez peut-être pas perçu, vous, mais avec un niveau de transmission des nouveaux variants qui n'a rien à voir avec le virus de Wuhan initial. Alors on a d'abord alpha, puis bêta, enfin l'alphabet grec, il y avait un truc du monde sympa, disant mais jusqu'où le conseil scientifique va-t-il réinventer l'alphabet grec, jusqu'où allons-nous avec les variants? Et ça va aboutir fin 2021 avec un niveau de vaccination assez extraordinaire après un départ difficile en France, sauf dans certains territoires d'outre-mer, où là il y a véritablement un déficit de vaccination. Et on va arriver avec de variants successifs en variants successifs à des variants de plus en plus transmissibles. Et on sait maintenant que pour prendre le pouvoir, un variant doit être de plus en plus transmissible sur son prédécesseur, sur le prédécesseur. Et on va arriver avec l'arrivée des Omicron, de la famille Omicron, donc différente de l'alphabet grec, à partir de la fin 2021. Puis la 3e année, 2022, qui n'est pas terminée, donc l'histoire n'est pas terminée, la pandémie n'est pas terminée, il faut être très, très clair là-dessus, même si on la gère complètement différemment. Bien sûr, c'est l'arrivée des Omicron, de BA1, BA2 jusqu'à BA4, BA5, et puis les recombinaisons possibles entre les différents variants. Alors, dans la relation entre science et politique, dans un contexte d'incertitude, somme toute conseillé quand on sait, c'est facile. Après, le politique prend ou ne prend pas, mais quand on sait, quand on s'appuie sur la science. Quand on ne sait pas du tout, comme c'était au démarrage de la pandémie, c'est plus compliqué, où se trouve la visibilité scientifique quand elle-même, elle reconnaît qu'elle ne sait pas énormément de choses. Et dans cette relation, j'ai encore tendance à beaucoup entendre tout ce qui s'est passé dans les premiers mois de 2020. Et somme toute, je n'ai pas envie de passer sur cette période-là,
Mais on est complètement ailleurs maintenant, complètement ailleurs. Nous avons les outils médicaux, entre guillemets, de réponse incomplets, qui ne résolvent pas l'ensemble des problèmes, mais qui permettent de vivre avec, entre guillemets, de vivre avec les variants et de faire ce choix qu'ont fait l'immense majorité des grandes démocraties européennes et qui permet donc de vivre avec ces variants dans des conditions très différentes, même si, une fois de plus, tout n'est pas réglé et qu'on verra probablement encore l'arrivée d'un nouveau variant plus transmissible ou, j'espère, pas ayant un niveau de gravité pas plus élevé. Alors, dans cette arrivée, entre guillemets, des nouveaux outils liés à l'innovation, la science, la médecine se retrouvent et la relation, je dirais, des sachants, entre guillemets, s'appuyant sur des bases scientifiques, sur de la connaissance, une fois de plus extraordinaire. Hein. Quand on voit la littérature qui est sortie avec des papiers fondamentaux depuis 2 ans et demi, c'est extraordinaire pour une génération comme la mienne. Et ça lui permet d'être clair par rapport au conseil qui peut être donné aux politiques. Il n'y a jamais eu d'ambiguïté de la part du conseil scientifique, Yazdan peut en témoigner puisqu'il faisait partie du conseil scientifique. Il n'y a jamais eu de 3e pouvoir médical. C'est une illusion, hein, une illusion. On est dans une grande démocratie en France, et c'est bien. Et c'est le politique qui décide, et qui a toujours décidé. Hein, il faut être clair. Même si je reconnais que le début, et en particulier au moment où on a décidé, où il a été décidé par le politique d'aller vers le premier confinement, c'était une décision extraordinaire. Mais aussi, replaçons-nous, elle n'est pas que française. À une semaine près, à 10 jours près, elle est sur l'ensemble de l'Europe. Donc il faut aussi arrêter de se singulariser sur la position uniquement française. Alors où est-ce qu'on atterrit? Je terminerai là-dessus. C'est très difficile, hein, et je suis évidemment mauvais juge pour dire on a bien fait, on n'a pas bien fait, etc. Bon, je retiens, il y a deux grands papiers qui sont sortis à la fois par une équipe américaine complètement indépendante, universitaire de Seattle, et puis un papier de l'OMS, qui essaie de classer les pays, non pas sur la mortalité, mais sur la surmorbidité, hein, qui s'appuie se produire, qui témoigne donc à la fois de la mortalité, entre guillemets, mais aussi de la mortalité qui est, en plus de ce qui pouvait être attendu, qui peut être lié d'ailleurs à des conséquences, par exemple, une prise en charge insuffisante du non-Covid. Hein. Et il y a des points qui restent avec des points d'interrogation. Et quand on regarde ces 2 papiers, la France se situe parmi les grandes démocraties plutôt dans le pelon de tête, hein, parce qu'il y a eu à la fois une vision sanitaire, une vision économique, une vision d'aide aux entreprises et d'aide aux citoyens. Alors, est-ce à dire que tout a été bien dans le meilleur des mondes? Non, bien sûr que non. J'ai beaucoup de regrets, j'en ai dit quelques-uns. Moi, un de mes principaux regrets, c'est ce qui s'est passé au moment du déconfinement dans les EHPAD. Le conseil scientifique n'était pas directement impliqué dans les aspects opérationnels. Hein. Il y avait d'autres agences de l'État, et sur lesquelles vous reviendrez dans la discussion, qui étaient impliquées là-dessus. Mais disons qu'il y a une hétérogénéité sur l'ouverture, la réouverture au sein des EHPAD en mai, juin, juillet 2020, alors que les plus âgés n'étaient pas vaccinés, bien sûr. Hein. Et on a peut-être fait passer à certains moments plus la santé que l'humanité. Et c'est une question... Je n'ai aucun regret sur un confinement strict, très strict, des EHPAD au mois de mars et avril 2020, sinon on aurait eu une hécatombe. Et les chiffres sont là pour bien le montrer. Mais par contre, on aurait pu avoir peut-être probablement une sortie de là. Les écoles, la France et c'est une décision très politique, hein, de maintenir l'école ouverte pour maintenir une société ouverte, et en particulier sur les plus fragiles et les populations les plus défavorisées puissent laisser leurs enfants à l'école. Et puis il y a eu des choses dont on ne parle jamais. Hein, sans trahir de secret d'État, il est trop tôt pour dire quoi que ce soit, je n'ai pas à faire de retour là-dessus. Mais pour vous citer un exemple, la situation extrêmement difficile par exemple, du nouvel épisode de saturation des services de réanimation, et alors même qu'en janvier, on s'y est retrouvé, vous vous souvenez, à 500 000 contaminations par jour. Hein,
500 000 contaminations par jour. Mais la vaccination était là, elle était là pour protéger contre les formes sévères et les formes graves. Donc voilà, quelques exemples. En tout cas, c'est une aventure un peu extraordinaire. Et j'en profite pour remercier l'ensemble du conseil scientifique et, comme je l'ai déjà dit à Brigitte, bon vent au nouveau conseil qui s'inscrit dans une démarche plus large, hein, avec un périmètre plus grand. Et je suis sûr que Brigitte portera très bien ce nouveau conseil. Merci à tous. Vous m'en voulez pas, mais on a le CCNE que je préside, j'ai l'honneur de présider, a sorti ce matin l'avis sur la fin de la vie, et j'ai assumé quelques réponses encore aux médias, et donc je serai obligé de vous laisser, et je m'en excuse par rapport au panel. Merci. Merci beaucoup, professeur. Merci de votre présence, merci de ce propos introductif qui pose vraiment le débat de ce soir. Place aux politiques, puisqu'il était question de dire, voilà, c'est les politiques qui décident. Alors, je me tourne vers le professeur Philippe Juvin, qu'on ne présente plus, qui est toujours praticien, qui est le patron des urgences de l'hôpital européen Georges Pompidou, qui est aussi un acteur de la vie politique et du débat public en matière de santé, qui est très mobilisé, très médiatique, qui était d'ailleurs sur le terrain en Ukraine en tant que médecin au tout début aussi du conflit. Donc c'est un homme qui a des journées de 30 heures au moins, je pense. Et donc vraiment merci beaucoup Philippe d'être présent. Alors j'ai une première question. L'efficacité de la décision publique dans cette période. Qu'est-ce que vous qui avez connu plusieurs gouvernements, plusieurs majorités, plusieurs situations, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Et ce sera la question que je vais poser à chacun d'entre vous en début d'intervention. Et ensuite, je vous interrogerai directement sur le rôle du Parlement. Qu'est-ce que fait le Parlement maintenant pour l'avenir? Je ne parle pas de apporter des jugements, évaluer ce qui a été fait par le gouvernement, ce qui est l'un des rôles du Parlement, mais plutôt quel rôle voyez-vous pour notamment l'Assemblée nationale, dont vous faites partie, pour travailler sur cette résilience de notre système de santé? Je vous laisse la parole. Tout d'abord, les leçons politiques, chacun évidemment les tire. Peut-être pourrais-je en citer deux ou trois. Je crois d'abord que cette crise nous rappelle qu'il est très important que la science ait sa place dans le monde politique. Et le Conseil scientifique a éclairé le pouvoir politique et l'a fait, je trouve, très bien. Et il faut que nous tirions les leçons et les fruits de cette présence de la science dans le monde politique. La science avait un peu disparu du monde politique. Je m'en suis aperçu quand j'ai commencé à travailler sur le sujet. Et par exemple, voyez-vous, les polytechniciens, l'école polytechnique, c'est traditionnellement l'école des scientifiques pour l'État. Et quand j'ai découvert que 25% des élèves de l'école polytechnique quittaient l'école, se mettaient simplement 25% se mettaient au service de l'État et 75% autres partaient, effectivement, je pense que l'État est aujourd'hui géré par des gens qui ont essentiellement une culture administrative, culture de gestion et peut-être pas insuffisamment culture scientifique. C'est vrai aussi pour les élus. Et le fait de remettre des sciences dans la vie politique, ça a mille avantages, évidemment éclairé sur les enjeux scientifiques, mais pas que. Vous savez, Bachelard disait que la science, c'est réfléchir contre son propre cerveau. Donc je pense que le débat public, en général, est important et facilité par l'existence des sciences, premièrement. Deuxième leçon peut-être, c'est la question de la confiance, mais ça Jean-François en a parlé. Monde très ouvert. Jean-François Revel avait écrit il y a 30 ans un livre à charge sur la Ve République, contre la Ve République, donc c'est pas du tout destiné à viser tel ou tel président de la République, c'est la Ve République. Le sous-titre du bouquin de Jean-François Revel, c'était la Ve République ou l'absolutisme inefficace. Vous voyez, c'est une sorte de décision descendante. Or aujourd'hui, la société demande qu'on soit au contraire très, très horizontal. Et si le système de santé a tenu, ce n'est pas tant grâce au système de santé, mais grâce à ces individus. Et quand on posait la question à Raymond Aron de savoir quelle est la principale qualité d'une société qui est prospère, il disait c'est simple, c'est une société qui fait confiance aux potentialités des individus. Et je crois beaucoup à ça. Je suis un libéral à ce titre. Je souhaite qu'on fasse confiance aux potentialités des individus. Et moi, j'ai souvenir avec Yazdan, la première réunion qu'on a eue fin janvier, quand le premier patient est arrivé d'ailleurs dans mon service, on s'est réunis. Pourquoi nous nous sommes adaptés? Parce que nous avons pris nous-mêmes les décisions. Et small is beautiful.
en termes de gestion publique. C'est vrai à l'hôpital, je pense qu'on a des hôpitaux trop grands, des structures trop grandes. C'est vrai dans la gestion publique en général. J'ai été maire pendant 20 ans, jusqu'au mois de juillet dernier. Je peux vous assurer qu'au niveau décentralisé, les décisions publiques sont souvent prises d'une manière efficace. Et puis, enfin, j'ai déjà beaucoup parlé. J'ai été député européen durant 10 ans et là-bas, on avait le droit à 60 secondes. Alors, quand on me donne le micro depuis que j'ai quitté Strasbourg, je garde longtemps, donc j'ai déjà beaucoup parlé sur l'action publique. 1, la science. 2, la confiance. Et 3, la nécessité de faire confiance aux individus. La capacité d'adaptation des systèmes dépend de l'autonomie que vous donnez aux individus. Et sur le Parlement ? Ah bah, le Parlement, alors là, je peux vous en parler. D'ailleurs, je salue mes collègues et Justine Gruet, qui est députée du Jura, qui est présente. J'ai cet avantage d'avoir vécu le Parlement européen, des parlements très anglo-saxons, à un Parlement français, comment dirais-je, très français. Mais c'est simple. Patrick Devedjian disait le Parlement français ne croyait pas ce qu'il y a dans les livres de droit, le Parlement français ne fait pas la loi, il l'a subi. Et c'est vrai, il l'a subi. Il n'y a jamais depuis 1958, jamais une loi qui est arrivée écrite par un gouvernement posée sur le bureau de l'Assemblée qui n'a pas été votée in fine comme le gouvernement le souhaitait, secrètement ou ouvertement. Dans les démocraties nordiques, anglo-saxonnes, le Parlement européen, le Parlement est puissant, peut réécrire la loi. Moi, je crois à la nécessité d'un Parlement fort. Je pense que ça évite d'un Parlement fort au sens où le Parlement a la capacité de réécrire la loi. Je crois à la nécessité de contre-pouvoir. Je pense que notre système évoluera dans un sens positif s'il rééquilibre les pouvoirs au bénéfice du Parlement. Ça passe par 1000 choses qui sont à la fois institutionnelles et culturelles. Institutionnel, c'est probablement beaucoup plus de proportionnel, une vertu à la proportionnelle. D'une certaine manière, quand vous n'avez pas de majorité forte, le Parlement n'est pas faible, comme on le croit en France, mais devient fort. Parce qu'on est obligé de l'écouter, de travailler ensemble. On n'est pas habitué en France à travailler ensemble. Traditionnellement, en France, la majorité écrase les oppositions, c'est ainsi. Que la droite, la gauche ou quiconque soit au pouvoir, c'est ainsi. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas dans d'autres parlements, mais ça évite de faire des lois, comment dirais-je, un peu monochromes et parfois un peu définitives. Ça oblige à discuter avec celui qui ne pense pas comme vous, et probablement, je trouve que les lois sont plus intelligentes quand elles sont faites par des gens qui pensent différemment. Est-ce que le sujet de la veille sanitaire, qui est un sujet qui vous intéresse beaucoup, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait susciter des travaux parlementaires? Alors tout d'abord, je rappelle que le Parlement, un de ses rôles, c'est de contrôler l'action du gouvernement. Donc ce n'est pas une option. Il est normal que le gouvernement contrôle l'action du gouvernement en disant c'est bien, c'est pas bien, voilà ce qu'on ferait, etc. Mais là, je parle sous le contrôle de gens qui savent beaucoup mieux que moi. Je ne suis pas un spécialiste d'épidémiologie. Toutefois, quand j'ai découvert les premières scènes de la pièce, enfin, j'allais dire la tragédie, non, ce n'est pas une tragédie parce que ça s'est bien fini, que nous avons vécu, j'ai été frappé par un système d'épidémiologie qui m'a paru un peu balbutiant dans ses moyens, dans sa capacité à réagir. Et là, peut-être qu'il y a une leçon à tirer sur est-ce qu'on passe à de l'épidémiologie moderne en France ou est-ce qu'on attend la prochaine. D'accord. N'hésitez pas si vous voulez réagir ou si vous voulez réagir après. Comme vous voulez. Oui, allez-y, je vous en prie. Merci. Donc, je suis Brigitte Autran et j'ai l'honneur de présider ce nouveau conseil, ce comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires. Et je vous remercie d'avoir mis la science au premier plan parce que je crois qu'effectivement, il y avait une décrue de l'influence des scientifiques dans notre pays. Je crois que c'est vraiment particulier à la France et à certaines démocraties européennes. Le monde anglo-saxon et le monde nordique et germanique étaient restés beaucoup plus sensibles à l'influence de la science. Moi, j'ai toujours été frappée quand j'allais aux États-Unis, dans des journaux comme Newsweek et le Times, il y avait toujours, depuis 25 ans, il y avait des cours pour expliquer telle ou telle maladie. Et en particulier, j'ai travaillé toute ma vie sur le sida. Et le sida était une maladie qui a amené de la science et les patients se sont emparés de la science. Donc la science, effectivement, c'est très important. Et je répète quand même que dans l'organisation politique anglaise, il y a des chief scientists. Et ce serait vraiment bien que, sans être trop anglophile, que la France prenne cette direction.
Sur le plan de l'efficacité, je crois que là aussi la science est très importante et a montré à la fois ses limites et ses performances. Si on fait la comparaison entre la réponse à la Covid et la réponse au monkeypox, évidemment la science était armée déjà pour le monkeypox, puisque nous avions un vaccin, nous avions un traitement et nous savions quoi faire. Même si nous ne connaissions pas cette maladie sur notre territoire, nous savions quoi faire, alors qu'avec le SARS, nous étions totalement démunis, même s'il y avait eu un SARS auparavant. Donc, la poussée scientifique a été extrêmement nécessaire dans la réponse au SARS. Elle était naturelle et immédiate, et Yazdan l'a vraiment très très bien mise en œuvre face au monkeypox. Et dans le comité que je vais diriger, et en accord avec Yazdan, je crois qu'il faut qu'on s'attelle vraiment à une simplification de la recherche en temps de crise sanitaire. La France est un pays de bureaucratie, c'est vraiment bureaucratie land, et les chercheurs, qu'ils soient médecins ou dans les laboratoires, souffrent terriblement de cette hyper-bureaucratisation. Et si on veut gagner de l'efficacité, c'est vraiment là qu'il faut la chercher. Il y a eu des efforts gigantesques pour simplifier, pour amener de l'efficacité avec le CapNet, avec la création de la NRS-MIE. Ce sont des avancées qui ont été remarquables. Mais néanmoins, encore aujourd'hui, et on l'a vu avec l'exemple du monkeypox, avec ces agents qui sont des modes, qui sont l'agent infectieux du monkeypox est classé comme organisme de bioterrorisme, ce qui fait que les laboratoires ne pouvaient pas faire de diagnostic parce qu'ils n'avaient pas le droit d'utiliser des méthodes, des tests manipulant ces micro-organismes. Donc, et on sait qu'en France, on est en retard par rapport à d'autres pays. Nos voisins européens ont des mécanismes beaucoup plus simples. Donc, si on veut gagner en efficacité scientifique, en efficacité diagnostique, thérapeutique, eh bien, et là, c'est bien que ce soit Sciences Po qui organise ce colloque, je crois qu'il ne s'agit pas de faire de l'antisystème, il s'agit vraiment d'écouter la voix du bas, du bottom, et de comprendre qu'on ne pourra pas gagner en efficacité si on ne se résout pas à diminuer cette emprise de la bureaucratie. Et je pense que pour gagner en efficacité, ce qu'il faut, c'est éduquer les administrations. Il faut éduquer les administrations à la science, à la médecine. Il faut éduquer à la notion de course de vitesse, parce que la recherche, c'est de la compétition. Et vis-à-vis d'une infection émergente, on est en compétition vis-à-vis des autres pays, mais on est aussi en compétition vis-à-vis du pathogène. On a bien vu avec le coronavirus, il fallait aller vite pour découvrir des traitements, des vaccins. N'oubliez pas quand même que les vaccins que nous avons, ce sont des vaccins qui ont été financés par le contribuable américain et qui ont été testés par les volontaires américains. Et ça, on ne le dit pas assez. Alors, c'est vrai que les pays européens ont acheté ces vaccins et ont contribué au développement de ces vaccins, mais néanmoins, les États-Unis ont fait un effort remarquable d'innovation, l'Angleterre aussi, et je crois que là, il faut vraiment et on va travailler sur ça avec Yazdan. Moi, je pense que c'est vraiment une mission de ce comité qui a la chance d'être à la fois dépendant du ministère de la Santé et du ministère de la Recherche et qui va permettre de faire avancer l'innovation vers plus d'efficacité. Voilà, Professeur, allez-y. Alors, moi, c'est Yazdan Panat, donc je suis là en tant que directeur de la NRS Maladies infectieuses et émergentes. Bon, bien sûr, je pense que tu as dit, Brigitte, sur la réglementation, c'est extrêmement important. Mais ce n'est pas de ça que je voulais parler. On a parlé de la décision politique de la science. Et c'est quelque chose que Jean-François a fait allusion quand il a parlé. Et aussi, avec Brigitte, je pense que la science peut être arrogante aussi. Vous avez parlé de l'arrogance, mais la science peut être arrogante aussi. Et on l'a vu d'ailleurs pendant ces crises que, pas tout le monde, mais un certain nombre de scientifiques étaient arrogants. C'est pour ça qu'il est important d'avoir aussi le troisième pilier, qui est le pilier de la communauté, le pilier des patients. Et parce que sans eux, justement, on n'arrivera pas. Et on a vu comment, surtout dans une maladie où on ne connaît rien, comment on peut évoluer.
Et je pense que l'exemple de monkeypox, on ne dit pas variole de singe parce qu'on n'aime pas trop ce mot-là, mais monkeypox, c'est la même chose, mais c'est en anglais, bon, de quoi ouais, mais en tout cas, là, on a vu comment les associations ont, parce qu'effectivement, on avait le traitement, on avait le vaccin, mais je pense que les associations ont joué un rôle finalement intéressant dans cette crise, mini-crise qu'ils n'avaient pas, parce qu'ils nous ont forcé, nous les chercheurs, mais aussi les politiques, d'aller plus vite, d'instaurer les choses mieux, et on a vu l'impact qu'ils pouvaient avoir. Et aussi, c'est pas tout d'avoir des innovations, il faut que les innovations soient acceptées, il faut que les innovations soient mises en place, soient implémentées. Là, on a, je ne sais pas combien de molécules contre l'hypertension artérielle, mais on a 50% de la population qui a toujours l'hypertension artérielle. Donc ces molécules ne suffisent pas, et ces piliers de patients, de la communauté, des associations, c'est très important pour que le scientifique, et c'est ce qu'a dit Jean-François au début en parlant de la recherche ou de la science participative, est très important, et je pense qu'il ne faut pas le négliger, et il faut que tout le temps et continuellement, il nous challenge. Philippe Juvin, je reviens sur ce que vous disiez sur les EHPAD spécifiquement. Est-ce qu'on n'a pas aussi appris à peut-être faire un focal plus important sur certains publics, sur les publics sensibles? Qu'est-ce qu'on peut aussi en retenir? Est-ce qu'on va plus penser à, je pense aux ports, je pense aux prisons, enfin tous ces lieux avec des publics plus sensibles? Est-ce que demain, il ne faut pas imaginer une politique de santé peut-être plus chirurgicale sur certains publics? Tout d'abord, comme je vous l'ai dit, moi je crois à la vertu de la décision locale et de l'adaptation d'une décision à une réalité particulière. Donc, sur les EHPAD, c'est intéressant de noter qu'administrativement, comme vous le savez, les EHPAD sont des domiciles. C'est comme ça. Sauf que dans un domicile, on peut entrer et sortir à 23h, recevoir des visiteurs, avoir un chat, un chien, fumer une cigarette, boire un verre. Dans toutes les EHPAD, on ne peut pas entrer et sortir à 2h du matin, fumer une cigarette, boire un verre et avoir un chat et un chien. Donc, sur le papier, c'est un domicile. En réalité, ça ne l'est pas. Et quand Jean-François parlait de la sortie de crise un peu compliquée, avec des EHPAD qui sont restés fermés beaucoup plus longtemps que nécessaire, parce que simplement, il y a des éléments réglementaires qui permettent aux directeurs de fermer le domicile des gens et de les... Donc là, peut-être qu'il faut tirer comme leçon que l'EHPAD doit réellement devenir un domicile et donc revenir sur un certain nombre de dispositions qui permettent aux EHPAD d'exprimer ce caractère domiciliaire. C'est la leçon principale que j'en tire sur les personnes âgées. Et puis, peut-être aussi beaucoup de prudence sur la décision politique. On a une loi sur la fin de vie là, qui va bientôt arriver. Je crois qu'il faut... comprendre que tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir et qu'il faut avancer avec très grande prudence. La question du vieillissement est une question qui nous concerne et qui est une question qui nous dépasse en réalité. Okay, c'est très clair. Professeur Yazdan Panah, donc je me retourne vers vous. La décision publique, donc, vous en avez déjà un peu parlé. Qu'est-ce que vous retenez, vous qu'est-ce qu'on a appris collectivement de ces 2 ans Qu'est-ce que vous... Je pense que... Alors, moi, je vais aussi un peu raconter l'histoire, comment j'ai vécu ça, mais... même si je voulais plutôt regarder vers devant, mais c'est important pour essayer d'aller vers le devant. Mais je pense qu'effectivement, nous, on a été catapultés comme ça, là. Au début, on ne se rendait même pas compte de ce qui se passait, quoi, en fait. Parce que c'était quand même assez particulier, je dirais... D'une manière générale, il fallait, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, je pense que nous, on avait vraiment une vision très sanitaire. Et je pense que pour répondre à la crise, il ne fallait pas uniquement, d'ailleurs, c'était même pas sanitaire, c'est peut-être uniquement médical, et il fallait une vision plus large. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur ça, qu'on a lu dans les médias, sur la dictature de santé publique, etc., qui, bon, j'accepte pas tout ce qu'on lit, mais effectivement, c'était important
de prendre les décisions, pas uniquement sur des critères uniquement sanitaires. Je pense que l'exemple de la fermeture des écoles, c'est un exemple vraiment typique où, si vous regardez les courbes, la France a été un des pays qui a le moins fermé les écoles. Mais de loin, de loin. Moi, quand je parle avec des collègues aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, mais c'est hallucinant la différence. Et je pense que cette crise, alors Jean-François a dit que la pandémie n'est pas finie, mais surtout que l'impact de la crise n'est pas terminé du tout. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on va voir à long terme sur l'impact de crise. Et ça, c'est des choses que, voilà, tout le monde, à un moment donné où tout le monde allait, il faut confiner. Alors tout le monde avait le confinement facile, il fallait tout confiner tout de suite. Donc, et ça, je pense que c'est vraiment important de dire qu'il ne faut pas uniquement bâtir les choses sur le sanitaire. Il faut aussi avoir une vision plus large de l'impact, par exemple, que la fermeture d'écoles peut avoir, l'impact que la fermeture des frontières peut avoir. Je vous dis des exemples parce qu'on a beaucoup discuté de ces exemples, donc c'est des choses qui sont assez... De la même façon, alors ça a été évoqué les EHPAD, hein. Moi je me rappelle la fermeture des EHPAD. C'était 100 fois juste sur un plan sanitaire, fermer les EHPAD, parce que sinon il va y avoir une mortalité. Mais alors l'impact effectif qu'il a eu pendant la première vague, je peux vous dire que c'était énorme, énorme. Et on a eu des discussions, alors c'est même pas au conseil scientifique, au sein des hôpitaux, on a eu des discussions très animées sur la question des fermetures des EHPAD. Très, très animées. On n'était pas tous d'accord, parce que c'est vrai, sur un plan sanitaire, c'est juste, il faut fermer. Mais sur un plan affectif, est-ce qu'il fallait empêcher? Vous voyez, c'était des choses très importantes. C'est pour ça que, toutes ces décisions n'étaient pas faciles. Toutes les décisions ne doivent pas être prises uniquement sur des critères sanitaires, mortalité, morbidité. Il y a d'autres éléments. Et je pense que c'est une des choses les plus difficiles à faire. Et d'autre part, il ne faut pas évaluer à court terme, il faut évaluer à long terme, parce que tous ces éléments-là, on va le voir. Et je pense qu'il ne faut pas arrêter d'évaluer ce qui s'est passé, parce qu'on aura beaucoup d'impact aussi sur ce qui s'est passé, encore maintenant. Et il faut l'évaluer, et il faut mettre en place des interventions. Et alors, pour parler de la suite, donc vous êtes chef du service maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Bichat, excellent hôpital, je peux le dire à titre personnel. Pour vous, est-ce que... Alors, je pense qu'il y a des recommandations qui existent uniquement à ce stade pour les vaccins, pour les vaccinations. Est-ce que pour vous, il faut un plan hiver? On en parle beaucoup là en matière énergétique de plan hiver. Est-ce qu'il faut un plan hiver pour vous soutenir les praticiens dans les hôpitaux là maintenant? Est-ce qu'il y a d'autres formes de nouvelles méthodes à prendre en compte? Ou est-ce que finalement, s'il y a une reprise, on saura s'adapter de nouveau et on aura appris? Comment voyez-vous les choses? Est-ce qu'on peut se satisfaire juste du système de vaccination qui existait déjà avant la crise, quoi, hein? Ou est-ce qu'il faut faire différemment? Vous parlez de Covid ou Oui, Covid, mais maladies infectieuses. Au sens large. Oui. Et vous parlez des soignants, du coup. Voilà, absolument. Alors, je pense d'ailleurs, bon, Brigitte va prendre parce que c'est la spécialiste de vaccination, mais je vais vous dire ce que j'en pense. Je pense qu'effectivement, on a, d'une manière générale, en ce qui concerne les maladies respiratoires, au sein de l'hôpital, il faut aller au-delà de Covid, il faut élargir aux maladies respiratoires. Pourquoi les maladies respiratoires? Parce qu'on peut transmettre, si on parle des soignants, on peut transmettre à nos patients. Donc du coup, il faut une réflexion globale, il faut sortir de Covid et il faut une réflexion globale autour de maladies infectieuses respiratoires, parce qu'il y a d'autres maladies infectieuses respiratoires, notamment la grippe, pour lesquelles on a un vaccin et où là, l'acceptabilité vaccinale, pour l'instant, n'est pas bonne autour de ce vaccin-là. Pour la Covid, on a réglé le problème en le rendant obligatoire, mais pour, en tout cas, les deux vaccins, mais pas pour la grippe. Donc je pense qu'il faut une réflexion autour des maladies respiratoires. Donc ça, c'est la première chose où je pense qu'il faut servir de ces crises pour avancer. Et c'est peut-être quelque chose d'important que la Covid peut nous apporter. Deuxièmement, à l'hôpital, notamment à l'hôpital Bichat, on voit beaucoup de patients en situation de précarité.
Et ça, c'est aussi, l'hôpital, c'est un lieu où on peut rattraper la vaccination en général, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas vaccinés. On peut rattraper la vaccination au sens large auprès de nos patients. Et ça aussi, c'est extrêmement important. C'est des choses qu'on ne fait pas assez. Il faut qu'on fasse plus pour élargir. Donc, effectivement, l'hôpital, c'est un lieu où, il faut que les soignants soient exemplaires vis-à-vis de ça. Et 2, c'est un lieu où il y a les patients de tout genre, mais il y a aussi beaucoup de patients précaires. On parle beaucoup d'aller vers, mais à l'hôpital, on a ces patients qui sont dans des situations d'isolement, dans des situations de précarité. Ils viennent à l'hôpital et il faut qu'on profite pour essayer aussi de couvrir la vaccination. Voilà les 2 points où je pense que, après, bon, sur la ville, c'est un autre point, mais je pense que c'est important aussi d'écouter sur ce point-là, en tout cas, Brigitte. Oui, allez-y, je vous en prie. Et j'en ai une dernière pour vous, un 3e point, sur l'immunité. Comme ça, vous la préparez. Oui. Sur l'immunité. Je vous en prie, professeur. Ou comme vous voulez. Oui, je veux bien effectivement renchérir sur cette question de la vaccination qui évidemment est primordiale et tout à fait d'accord avec Yazdan Yazampana sur le fait qu'il faut coupler la vaccination antigrippale et la vaccination anti-Covid. Et vraisemblablement d'ailleurs, on aura des vaccins multivalents qui permettront de couvrir les deux risques infectieux. J'adhère complètement à ce que Yazdan a dit sur la fonction de l'hôpital public qui accueille les plus précaires. Mais je crois aussi que ce qu'a montré la Covid, c'est qu'en déléguant la capacité de vacciner aux pharmaciens, à d'autres professionnels de santé, on a permis également de faciliter la vaccination. Et ça, je crois qu'il faut maintenir cette organisation. Et il faut vraiment, dans l'aller vers, il n'y a pas que l'aller vers au niveau de l'hôpital, il y a vraiment l'aller vers en médecine de ville et en pratique de ville, en pharmacie, dans les cabinets d'infirmières. C'est très important. On sait qu'en médecine de ville, il y a un taux de vaccination du personnel de santé qui est bien supérieur à ce que l'on voit dans les hôpitaux. Et donc, il y a une fonction d'exemple aussi des professionnels de santé de ville qui est très importante. Et je crois qu'il ne faut pas minimiser cet aspect-là. Et même si, alors, je suis aussi quelqu'un de la fonction publique et de l'hôpital public, et donc je défends l'hôpital public, mais l'hôpital public ne peut pas tout faire. Et il faut vraiment redonner plus de visibilité aux acteurs de la médecine de ville, qui sont également des modèles et des personnes qui peuvent transmettre la conviction de vaccination. Très bien. Alors j'avais un dernier point pour vous. L'immunité, on en a beaucoup parlé évidemment pendant tous ces débats sur l'immunité collective ou non. Est-ce qu'on peut imaginer, est-ce que le débat sur la capacité d'établir, en fait, de diagnostiquer le niveau d'immunité des Français, est-ce que c'est quelque chose qui est imaginable ou est-ce que ce serait un débat tellement qui pourrait être très mal perçu et donc on laisse complètement tomber cette idée-là, ou est-ce qu'il faut se laisser la possibilité de faire des recherches sur des cohortes de Français pour avoir une vision assez claire de l'immunité ou non de la population? On a cette vision sur le niveau de l'immunité en France et dans plein d'autres pays. On a lancé, donc l'INSERM a lancé très rapidement des cohortes en population générale. En fait, il y avait des cohortes en population générale qui ont été mises en place avant le Covid. Et ces cohortes ont été utilisées pour essayer d'évaluer l'immunité de la population à des différents moments. Donc il y a l'immunité naturelle et il y a aussi l'immunité vaccinale. Donc on peut d'ailleurs différencier. Donc on peut le mesurer sur un plan collectif. Je pense que d'ailleurs le fait qu'on pense que 50 à 60% de la population a eu déjà la Covid, une fois au moins. Et d'ailleurs, ça, bon, Brigitte te dirait mieux que moi, mais l'association de l'immunité naturelle et la vaccination fait que ça protège mieux. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles les pays de l'Asie du Sud-Est, où ils ont fait la Covid-0, quand il y a une souche comme Omicron, l'impact est plus important qu'ici. C'est une des raisons notamment. L'Asie tout court d'ailleurs, pas seulement l'Asie de Sud-Est. Et donc, du coup, on connaît sur un plan populationnel. Il faut d'ailleurs qu'on le suive et c'est important.
Sur un plan individuel, ça veut dire en gros tester les immunités et savoir si on vaccine ou pas. Ça, pour le coup, pour l'instant, il n'y a pas de corrélat de protection. Ça ne sert pas, il ne faut pas le faire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font. C'est uniquement chez les patients immunodéprimés où il y a zéro réponse que ça peut avoir une utilité. Donc, c'est une question qui nous est souvent posée. Moi, j'étais 2-3 fois auditionné par l'Assemblée nationale ou par le Sénat. C'était une question que tout le monde posait là. Donc c'était une question que tout le monde est intéressé même. Et effectivement, pour l'instant, je pense qu'on ne peut pas dire qu'il y a un corrélat de protection. Il faut se vacciner en fonction du niveau d'anticorps qu'on a. Par contre, sur le plan collectif, communauté, c'est très important d'avoir ça parce que ça nous donne aussi une vision de la suite. Après, ça peut ne pas aussi complètement protéger en fonction des variants qu'on a, etc. Mais c'est important de l'avoir. Merci beaucoup. Alors, on a parlé beaucoup de décisions publiques et donc je me tourne vers Marguerite Cazeneuve, qui est la directrice déléguée de l'assurance maladie depuis 2021, mais qui auparavant était conseillère auprès d'Emmanuel Macron et du Premier ministre. Et donc, ma première question, c'est qu'est-ce que vous retenez, qu'est-ce que vous avez appris de la décision publique de cette période historique? Alors, première chose quand même, je pense qu'on peut retenir collectivement qu'on a un État et un service public qui ont une utilité et qui ont une utilité majeure. Je pense quand même qu'il faut le rappeler, vous l'avez dit, il y a eu des personnalités à titre individuel partout dans la fonction publique hospitalière, dans la fonction publique territoriale, dans la fonction publique d'État, qui ont innové, qui ont permis de, voilà, par leur inventivité au niveau micro, comme vous le disiez, de trouver des solutions, mais aussi au niveau macro. Et donc là, je crois qu'il ne faut pas tirer un trait sur ce qu'a été le rôle de l'État, l'État, mais je veux dire l'État et au sens large, le service public. Et donc, oui, il y a eu les soignants en première ligne qui ont trouvé des solutions, mais ce n'est pas la main invisible, ni voilà, qui à un moment donné a tout organisé. C'est vrai que sur les grandes phases du Covid, quand vous prenez la première phase sur la première phase Covid, où en fait l'enjeu, donc il y a d'un côté la partie confinement, je ne reviens pas, mais l'autre enjeu, c'est notamment dans les régions qui sont les plus touchées par la première vague, l'objectif c'est de monter des lits de réanimation. Et donc il y a à la fois une mobilisation extrêmement forte, totalement dingue de l'hôpital public qui monte ces lits de réanimation, et à la fin, quand même, je veux dire, tout ça, c'est pas opéré de manière magique. Ça veut dire que jusqu'à la fin, jusqu'au bout de la première vague, les barrières qui ont été construites, elles ont aussi été construites avec le soutien de l'État planificateur, parce qu'il a fallu aller chercher le respiratoire de la clinique privée à l'autre bout de France, de le ramener dans l'hôpital public, etc. Et donc tout ça, ça a été organisé. Le fait qu'il y ait eu des évacuations de patients vers d'autres régions, le fait qu'il y ait eu de la solidarité, il y a des milliers de soignants qui sont venus en Île-de-France en soutien, etc. Tout ça, c'est pas un claquement de doigts. Et je le dis parce qu'il y a à la fois les initiatives individuelles, et ça j'y crois beaucoup, et je pense que cette crise a permis de les libérer. Donc ça, c'est une des choses sur lesquelles on doit capitaliser, que l'État ne redevienne pas parfois ce qui peut être, c'est-à-dire un peu corseté par rapport aux initiatives individuelles, mais l'État en tant qu'État a joué un rôle majeur, et je pense qu'il faut le souligner. Ça a été vrai donc pendant la première phase. La deuxième phase, c'est la même chose, quand l'État a mis en place la stratégie tester, alerter, protéger, ça ne s'est pas fait par l'opération du Saint-Esprit là encore. Il a fallu organiser toute cette stratégie-là. Et donc, c'est vraiment l'État planificateur. Et pareil pour la vaccination. Donc, la vaccination, c'était quand même un sujet où, en fait, chaque semaine, on savait combien de doses on allait recevoir. Et il fallait répartir ces doses. Et donc, ce n'était pas uniquement les initiatives qui ont été absolument essentielles, mais des individus au niveau local qui ont dit c'est super, j'ai monté un centre de vaccination. Il a bien fallu à un moment donné que l'État, les préfets, en lien avec les collectivités, en lien avec les acteurs du monde de la santé, organisent. Voilà. Et donc je dis que c'est vrai qu'on a en fait le rôle de l'État au sens un peu large a souvent été contesté dans cette crise, mais il est majeur. Et moi je le dis d'autant plus quand je suis arrivée à l'assurance maladie il y a 1 an, et donc l'assurance maladie avait déjà monté tout ce qu'elle a monté sur le tracing, etc., sur la vaccination. Et donc je n'y suis strictement pour rien, mais
l'investissement à la fois individuel et l'investissement collectif de ce qu'a été l'organisation de l'assurance maladie est juste impressionnant, et je pense qu'il faut le retenir. Et donc peut-être pour aller dans le sens de ce que vous disiez, je pense effectivement qu'il faut qu'il y ait beaucoup plus de science dans l'État, et inversement. C'est-à-dire que la science comprenne aussi, et vous l'avez très bien dit, ce que sont, j'allais dire, les contingences ou les impératifs du politique et de l'État. Vous l'avez très bien dit, il y avait à la fois des recommandations scientifiques et la décision politique. Et donc moi je me souviens très bien d'un appel de Jean-François qui me dit, voilà, là on a un variant sud-africain qui arrive, mais en fait on pense que les vaccins qu'on commence tout juste à déployer vont servir à rien. Là, c'est plus juste une décision scientifique, c'est aussi une décision politique de savoir ce qu'il faut faire. Et par rapport à l'État, je pense effectivement qu'on voit bien que toute cette agilité que l'État a acquise pendant la crise, il faut capitaliser dessus. Et donc ça, nous, on y travaille beaucoup dans les organisations. Et en même temps, je pense qu'il ne faut pas se dire que l'État est une sorte de boîte noire avec des dingues qui inventent des règles. Je dis ça par rapport à la bureaucratie et la technocratie, parce que je veux dire, derrière chaque règle, c'est pas des gens fous qu'on a enfermés pendant 10 ans dans une boîte et qui, de manière autonome et aléatoire, ont créé des règles absurdes pour empêcher le monde de bien tourner. Et donc, derrière chaque règle sanitaire, il y a une décision du Parlement, une décision de l'État, une décision qui a été prise souvent de manière collective, parce qu'il y a eu un scandale sanitaire et que donc on a mis des règles derrière, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas changer ces règles, et je pense que ce que nous a appris la crise, c'est qu'il faut être extrêmement réactif. Mais c'est vrai que quand vous disiez, c'est vrai que les scientifiques ont l'impression que l'État est lent, c'est drôle, parce qu'effectivement le professeur Delfrécy disait le politique avait l'impression que les scientifiques étaient lents. En fait, tout le monde se trouve lent, ou tout le monde se trouve... voilà. Et donc c'est cette réconciliation, en tout cas, je pense, sur laquelle il faut qu'on arrive à travailler. Ça, c'est peut-être le premier point. Le deuxième point sur la santé, donc évidemment sur tout ce qui est épidémio, je ne suis vraiment pas du tout experte du sujet. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses en matière de santé publique, en tout cas de la place que la santé publique devait avoir dans nos politiques, et notamment la prévention, donc je pense qu'on y reviendra. Mais le Covid, il a d'abord frappé des personnes hyper précaires avec des comorbidités importantes. Et donc la Seine-Saint-Denis, qui est le département le plus pauvre de France, c'est aussi le département le plus jeune de France, mais c'est là où il y a eu le plus de morts. Et donc on voit bien que ça nous a appris a posteriori on le savait déjà, mais ça a jeté une lumière sur ce qu'étaient les inégalités sociales de santé, et donc là où l'État devait intervenir. Mais par ailleurs, ça nous a aussi donné des clés de réponse. Et donc l'aller vers, en tout cas l'aller vers au sens large, c'est-à-dire quand on regarde la politique de vaccination, à la fois du très macro, c'est-à-dire une politique grand public avec des messages grand public, jusqu'à l'aller vers où on a téléphoné à tous les gens pour leur dire mais vaccinez-vous, revaccinez-vous, jusqu'aux vaccibus qui ont été mis en place au niveau hyper local, donc là souvent en relais par les élus locaux en lien avec les associations du territoire. Et donc cette politique d'aller vers et donc de projection du service public vers l'extérieur, elle est essentielle pour... en tout cas pour moi c'est une des choses qu'on a réussi à faire et sur laquelle il faut qu'on arrive à capitaliser. Et la dernière chose, alors c'est plus une interrogation pour la suite, c'est effectivement le sujet de la défiance. Alors ça a été un peu dit par le professeur Delfrécy. Il y a effectivement un enjeu, et vous l'avez dit aussi, d'association des patients, enfin autour de ça, c'est-à-dire autour de la démocratie en santé, comment est-ce qu'on associe le plus possible les patients à la décision. Et donc là, il y a un sujet, je pense, pour les autorités sanitaires d'être le plus transparentes possible sur ce qu'elles savent, sur ce qu'elles ne savent pas, de donner en temps réel leurs données. Ça, je pense que c'est un acquis aussi de la crise parce qu'on ne savait pas le faire avant. Après, et c'est là où il faudrait que des sociologues prennent le relais, mais est-ce que la transparence totale de nos données suffit à lutter contre le complotisme, à lutter contre toutes les déviances qu'on a vues, des déviances éthiques, des déviances de manipulation de l'information, etc. Je n'en sais rien. Et je trouve que c'est une question hyper intéressante pour les Sciences Po qui voudraient s'intéresser à ça, mais je pense que c'est une réponse que les politiques et l'État, en tout cas, auraient besoin d'avoir. Absolument, un vaste sujet.
En termes d'organisation de soins, on retient aussi la doctrine tester, alerter, protéger. Est-ce que les structures un peu ad hoc qui ont été créées là, je crois, pendant la crise, comme les alliances entre vraiment le travail entre l'hôpital, la ville, les collectivités, est-ce que là-dessus, il y a des principes qui vont rester? Est-ce qu'il y a des méthodes, des choses que vous allez utiliser pour d'autres choses? Je pense à la grippe ou je pense à pourquoi pas d'autres sujets que le Covid. Il y a la réforme de la biologie délocalisée qui est un des sujets, les tests en officine, où on voit qu'on peut faire énormément de choses en réalité en pharmacie, si on voit la réalité et qu'il y a un besoin, parce qu'on voit que toutes les professions médicales sont parfois à tirer sur la corde chacune de son côté, mais on a vu quand même plein de choses passionnantes, les tests à l'école et comment l'école peut devenir un lieu de prévention extrêmement efficace. Est-ce qu'il y a des choses où vous vous dites, mais ça il faut qu'on le maintienne parce que on a des résultats, on a habitué les gens, finalement c'est la première fois qui est la plus difficile, et donc après tout, pourquoi pas reprendre certaines méthodes qu'on a déjà pu tester? Est-ce qu'il y a des choses comme ça que vous avez en tête, que vous prévoyez? Oui, bien sûr. Alors, je pense qu'il faut distinguer peut-être les choses qu'on va pérenniser, et notamment le fait d'avoir un conseil scientifique, c'est quelque chose de majeur pour la suite. C'est-à-dire qu'il y a quand même un avant et un après, et ça, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Et puis, il y a des choses qui sont des choses modulables. C'est-à-dire que nous, on a à l'assurance maladie démanteler toutes nos équipes de tracing. C'est-à-dire qu'elles n'avaient pas vocation à rester... on avait 10 000 personnes qui appelaient tous les jours les personnes contaminées, les cas contacts des cas contacts, etc. Donc au bout d'un moment, effectivement, ça c'est des dispositifs où en fait il faut que l'État apprenne à être réactif, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse, en appuyant sur un bouton, pouvoir les redéployer, donc avoir des protocoles hyper réactifs, etc., mais qui n'ont pas vocation à être pérennisés dans la durée. S'il vous plaît. Alors effectivement, sur ce qui doit être pérennisé, donc je pense qu'il y a effectivement la place des scientifiques. Il y a effectivement la place qu'a joué la ville, et donc ça je pense que c'est effectivement une avancée majeure. Et d'ailleurs, il y a 6 mois, nous on a signé une convention avec les pharmaciens où on a donné aux pharmaciens, l'assurance maladie, en lien avec la Haute Autorité de Santé, etc., les moyens de vacciner beaucoup plus largement, de dépister beaucoup plus largement. On voit bien qu'il y a la biologie en ville va aussi prendre davantage de place. Donc oui, la ville, parce qu'elle est un endroit de proximité, notamment les pharmaciens, il faut qu'on s'appuie en partie sur la ville, donc ça fait partie des choses. Maintenant, on sait que c'est des outils, c'est vrai que la ville, on a mis un peu de temps avant de lui confier les rênes, mais en fait, c'est vrai qu'une fois que, j'allais dire, la partie scientifique est cadrée, sur la partie vraiment déploiement opérationnel, la ville peut être extrêmement efficace, et elle a l'avantage de la proximité par rapport aux gens, parce que des officines, vous en avez partout, c'est quand même ça la clé. Et puis la troisième chose peut-être à pérenniser, pour moi, c'est cette stratégie d'aller vers sur laquelle on réfléchit beaucoup avec l'État, avec Santé publique France, etc. C'est-à-dire, quand vous regardez aujourd'hui, sur la vaccination Covid, alors il y a eu évidemment des contingences extérieures qui ont fait qu'on a atteint aussi, ça a aidé à atteindre des très hauts taux de vaccination, mais on a atteint, sous votre contrôle, 95% de primo-vaccinés dans la population éligible. Donc c'est énormissime. Et donc ça veut dire qu'on a... Alors évidemment, il y a eu un petit peu de contraintes, un petit peu d'incitatifs, du portage politique, etc. Mais ça veut dire quand même qu'on a réussi à vacciner 95% de la population. Quand vous regardez les taux de vaccination HPV, quand vous regardez les taux de dépistage du cancer organisé, en France, on est extrêmement mauvais par rapport à d'autres pays. Et donc ça, le fait de se dire, en fait, on a quand même une méthode qui a fini par marcher sur la vaccination, qui est de dire on communique beaucoup, on appelle de manière individuelle, on relance, ensuite on essaie de convaincre, donc on a un aller vers médicalisé, donc c'est des médecins qui vont convaincre des diabétiques pour leur dire mais en fait ce que vous avez lu sur internet c'est pas vrai, etc. Et de l'autre côté un aller vers social, et donc le fait d'amener le vaccin, le dépistage jusqu'aux gens et les gens les plus éloignés du système. Et donc c'est toute cette politique, j'allais dire en entonnoir, qu'il faut qu'on construise avec l'ensemble des acteurs, avec au niveau macro évidemment plus l'État, l'assurance maladie, etc. Et plus on va au niveau micro et individuel, plus on a besoin d'avoir le relais évidemment des élus locaux, le relais des associations, le relais des patients, etc. etc. Voilà. Merci beaucoup. Si je peux me permettre, c'est exactement ce que fait la Haute Autorité de Santé, puisque justement la création d'un établissement public indépendant avec les patients au centre
des différents comités, justement, ça permet d'associer à un avis scientifique, justement, donc une expertise scientifique rigoureuse basée sur les données, mais aussi une discussion avec les patients au centre et des patients qui sont de plus en plus formés, parce qu'on a beaucoup appris justement de l'épidémie du sida, hein, qui a été l'épidémie précurseur pour remettre le patient au centre. Et de fil en aiguille, on a vraiment beaucoup construit, y compris institutionnellement, en mettant justement les usagers du système de santé au sens large, d'ailleurs, pas seulement les patients, hein, au centre. Et donc, tous les avis que rend la Haute Autorité de Santé, justement, pour permettre la décision publique et pour permettre d'éclairer la décision publique, ça n'est pas elle qui prend la décision, c'est elle qui donne un avis. Et ensuite, la décision se déploie avec tout ce qui a été décrit jusqu'ici, hein, c'est-à-dire les contingences politiques, les contingences d'approvisionnement, les contingences d'autres indicateurs, d'autres éléments, hein, qui doivent être pris en compte. On a beaucoup parlé de l'humanité, justement, de ces sujets-là. Et donc, ça, c'est fait en toute indépendance, en toute transparence. Et évidemment, le grand défi pour demain, si on a un grand défi devant nous, c'est comment aller au-delà de la défiance, justement. Grâce à cette transparence, elle existe. On a bien vu qu'elle n'était pas suffisante. Elle est nécessaire, mais pas suffisante. Et là, ce qu'on doit inventer pour demain, c'est dans ce aller vers qui a été largement repris, c'est comment aller vers aussi pour l'explication, pour que toutes ces informations s'approprient le plus simplement possible. Et si je peux me permettre, c'est extrêmement précieux d'avoir des lieux comme la Haute Autorité où on a des scientifiques de très grand renom, avec des équipes qui sont à même d'analyser tous les jours de l'evidence-based et qui parlent avec des patients qui eux-mêmes peuvent être formés d'ailleurs, parce qu'on a mis beaucoup de choses en place au niveau de la formation des patients, hein, y compris avec des universités. En particulier, on travaille avec la fac de médecine de Paris 13, avec des hôpitaux. Donc ça, c'est vraiment un sujet qui avance. Et je crois que l'idée, ce sera de comment est-ce que de ces groupes qui se veulent le plus représentatifs possible, on peut pousser vers l'ensemble des citoyens, justement, pour que l'ensemble des citoyens s'approprient les débats, puissent prendre leurs propres décisions de façon la plus éclairée et ne soient pas obligés d'aller chercher avec les algorithmes de Facebook ou d'autres réseaux sociaux des informations à partir de ce qu'ils croient eux-mêmes et de ce qu'ils ont entendu et qui ne va jamais les contredire. Très clair. Brigitte Autran. Oui, si je peux me permettre, je voudrais rajouter un point, je suis complètement en accord avec ce que vous venez de dire. Et dans le comité scientifique que j'anime, il est donc prévu, bien sûr, qu'il y ait une participation importante de démocratie sanitaire avec représentants de patients et des citoyens. Et pour nous, nous allons faire une feuille de route avec, nous allons essayer de hiérarchiser les risques sanitaires auxquels on risque d'être exposé, mais l'idée, c'est vraiment de demander aux associations de patients et aux associations de citoyens de nous faire remonter également quelle est la perception des risques sanitaires qu'ils ont. Et parce qu'il ne faut absolument pas que cette perception des risques soit purement scientifique, même si je défends la science. Évidemment, il faut absolument associer les associations de patients et les non-patients, les sujets bien portants, à cette construction de la veille et de l'anticipation du risque sanitaire. Sinon, on restera dans notre petite boîte et on passera à côté de certaines choses. Et bien évidemment, tout ce que l'on peut appeler risques psychosociaux des crises sanitaires est évidemment un point important de l'agenda, mais pas seulement. Je crois que c'est vraiment un point important et c'est vrai que même si le sida avait apporté beaucoup, je crois que la crise Covid a apporté beaucoup plus dans cette nécessité que la voix de la nation s'exprime pour signaler quel est le risque que l'on craint. Et c'est peut-être comme ça qu'on arrivera à diminuer le complotisme et en faisant plus participer les patients. Donc voilà, moi, je peux vous assurer que ce comité va être extrêmement attentif à cette notion. Je vais vous reposer une question parce que je sais que vous devez partir dans pas longtemps et après j'en passerai à vous, Mme Bartoli. On a parlé de la collaboration avec la médecine de ville, qui est quelque chose qui était finalement une bonne surprise ou en tout cas quelque chose qui est arrivé et qui a marché à plein régime, qui a permis
d'accroître l'efficacité notamment des tests et des vaccins. Comment voyez-vous le rôle du comité justement pour essayer de l'inclure, puisque dans le comité scientifique on voit bien qu'il y a des grands professeurs qui sont rattachés à des universités. Voilà, comment est-ce que vous appréhendez cette façon de faciliter le transfert d'informations, de culture aussi, entre ces différents mondes qui ne sont pas toujours les plus proches culturellement? Absolument. Alors c'est aussi un point très important. Et donc, je ne peux pas vous dévoiler la composition du comité encore, mais il y aura bien sûr des représentants des généralistes et de la médecine d'urgence et de réanimation. Ce point est extrêmement important pour moi et je pense pour ce comité. Un des paramètres de l'anticipation, puisque c'est ce qu'on nous demande également vis-à-vis des crises sanitaires, c'est de faciliter la relation ville-hôpital et qu'il n'y ait plus de barrières. On a vu effectivement la difficulté de faire passer les messages pour faire traiter les patients avec des traitements nouveaux. On a vu la difficulté de faire amener des patients qui n'avaient pas besoin d'être hospitalisés, mais de les amener à l'hôpital pour qu'ils puissent être vaccinés. Donc il y a cette relation ville-hôpital qui est très importante dans l'organisation sanitaire et aussi, je reviens à la science, et aussi dans la recherche, car la médecine de ville n'a pas été assez associée par le passé à la recherche thérapeutique, à l'innovation médicale. Il y a toute une jeune génération de généralistes qui sont absolument formés et prêts à ça. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment travailler sur cette relation ville-hôpital pour faire participer complètement la médecine de ville à l'innovation médicale et thérapeutique. D'accord. Et sur la détection ou le traitement d'une épidémie, pour vous, la ville, à quoi elle peut servir en amont presque d'une crise? Est-ce que vous imaginez un rôle pour elle? Ce que tout le monde a appris avec la crise Covid, c'est qu'on pouvait se faire des autotests. Et donc, il va y avoir une banalisation du test au cabinet du médecin ou chez soi. Et donc, il y aura plus rapidement accès au diagnostic. Et donc, une nécessité d'accéder plus rapidement, si l'on peut, au traitement ou à la prévention. Et puis, il faut vraiment que les médecins de ville soient associés aux essais cliniques, parce qu'on a vu que dans le Covid, cette maladie est devenue très vite quand même, malgré le SARS, elle est devenue très vite une maladie ambulatoire, une maladie du patient non hospitalisé, et que c'était à ce stade-là qu'il fallait traiter de façon très précoce. Donc il y a toute une gamme de recherche, mais aussi de traitements qu'il faut mettre en place. Et vraiment, c'est l'apport de la crise Covid, je pense, qui a amené ça, cette prise de conscience. Yazdan, il y a beaucoup travaillé pour faire des réseaux de recherche ville-hôpital. Et ça, c'est vraiment un modèle qu'il faut poursuivre, j'espère, avec la CNAM et la HAS. Merci beaucoup. Philippe Juvin qui voulait réagir juste avant. Oui, Fabienne Bartoli, je voulais reparler de la question de la place de l'État. Je crois que si nous sortons de cette crise en se disant l'État est la solution, Ubi et Orbi, je pense qu'on fait fausse route. L'État a parfois été la solution, par exemple quand il s'est agi de commander des vaccins, vous l'avez dit, et c'est vrai, mais il a souvent été le problème. Je veux dire que, si on a ouvert des lits de réanimation en 3 jours, ce n'est pas grâce à l'État, c'est justement parce que nous nous sommes affranchis des règles habituelles. Pour ouvrir une unité de réanimation en France, il faut 5 à 10 ans aujourd'hui. Là, on les a ouverts en 5 à 3 jours. Donc c'est vraiment contre les règles habituelles que nous avons réagi. Si vous avez eu des masques, ce n'est pas grâce à l'État. C'est parce que les régions l'ont acheté. Si vous avez pu mettre des masques, ce n'est pas grâce à l'État. Je me souviens même, j'étais maire, j'ai des collègues maires qui prenaient des arrêtés pour mettre le masque dehors et qui voyaient leur arrêté retoqué par le préfet. Si la population a été informée sur l'évolution de la maladie, ce n'était pas grâce à l'État, c'est grâce à Covid Tracker et ce monsieur génial là qui a inventé ce machin. Donc je pense que si la leçon qu'on tire principale de la crise, c'est de dire que l'État centralisé est la solution, je pense qu'on se trompe. L'État est parfois la solution et parfois il est le problème. Deuxièmement, sur la médecine de ville, je suis très rapide. Mais heureusement qu'il y a la médecine de ville. Enfin, sans la médecine de ville, vous n'auriez pas été vacciné. C'est assez simple, hein, parce que c'est eux qui ont vacciné, et vous n'auriez pas été testé. Donc, la leçon principale qu'on peut tirer au-delà de dire qu'il faut travailler ensemble, ce qui est une évidence, et je suis d'accord, c'est peut-être que du coup, on peut enfin relancer le débat sur qui fait quoi.
Et moi qui suis un médecin, je souffre parfois d'un certain nombre de mes confrères qui sont arc-boutés sur un certain nombre de compétences que seuls les médecins peuvent faire. Moi, je pense qu'il faut aller vers la prescription infirmière, l'accès direct au kinésithérapeute, l'accès direct, etc. Et la leçon principale de la crise, c'est qu'il faut être agile. Voilà. Et l'agilité, elle est au niveau décentralisé. La France, c'est la Constitution, c'est pas moi qui le dis, est une république décentralisée. Donc la décentralisation, elle est aussi pas simplement dans les institutions, elle est dans notre organisation générale. Enfin, dernier point, on dit que la crise est finie, etc. Attention, il y a les malades du Covid et puis il y a toutes les victimes non-Covid du Covid. Et là, pour le coup, on a pas mal de papiers qui montrent qu'on a malheureusement une augmentation pour les 10 prochaines années de mortalité par un certain nombre de cancers, retard de traitement, etc. etc. Ce n'est pas en France, hein, c'est partout dans le monde. Et ça, c'est aussi la deuxième vague macro, elle est là. Et le système de santé aujourd'hui est un peu petit. Moi, je crois que c'est nos sujets, on est trop petit. Et il faut qu'on le fasse un peu grossir en termes de moyens et d'organisation parce qu'on n'est pas du tout prêt à rattraper ce retard. Merci beaucoup. Alors Fabienne Bartoli, moi j'avais une question sur l'Europe, parce qu'on n'en a pas du tout parlé. Pourtant au début on avait l'impression que le Covid allait régler, enfin que l'Europe allait être résolue presque de façon européenne. Si on écoutait ce qu'on entendait, ce qu'on comprenait des premiers jours, finalement on n'en parle presque plus. D'ailleurs c'est pas un sujet, on n'a pas rebondi là-dessus. Alors est-ce que pour vous, dans votre mandat, est-ce que pour vous il y a déjà une collaboration qui fonctionne très bien avec les Européens, ou est-ce que tout est à construire, ou est-ce que objectivement on a vu avec cette crise que finalement, à part pour acheter en commun les vaccins et faire des choses comme ça qui sont très fondamentales, mais que sur la gestion quotidienne, c'est un peu chaque pays doit bien s'organiser. Oui, alors bon, je ne reviendrai pas sur tout le débat précédent, sinon ça nous emmènerait loin dans les discussions. Mais bon, pour revenir sur l'Europe, justement, enchaînons sur l'Europe évidemment pour en parler. Alors l'Europe, vous savez que la santé, c'est justement là où la subsidiarité s'exerce. Hein, donc chaque État est libre d'organiser les systèmes de santé comme il le souhaite en fonction de ce qu'il a déjà institué nationalement. Pour autant, l'Europe du médicament, elle existe déjà depuis le début des années 90. Et moi qui étais anciennement directrice générale de l'ANSM, à l'époque ça s'appelait l'AFSAPS, donc l'agence du médicament, en fait, moi mes équipes, elles passaient toutes, je veux dire, il y avait tout le temps quelqu'un qui était à Londres, parce qu'à l'époque l'agence du médicament était à Londres, dans un groupe de travail, ou dans le comité, le CHMP, qui est la commission de l'autorisation de mise sur le marché de l'Agence européenne du médicament. À l'époque, d'ailleurs, c'était un Français, c'était quelqu'un de l'agence qui le présidait, qui est décédé aujourd'hui. Mais l'Europe du médicament, elle existe. Tous les produits, depuis les directives médicaments de milieu des années 90, tous les produits innovants, en fait, sont autorisés par l'Agence européenne du médicament, mais avec un processus qui, comme la Banque centrale européenne, en fait, est un processus qui fédère l'ensemble des agences nationales, et chacun est rapporteur, co-rapporteur. Alors évidemment, l'agence elle-même a aussi son aide et son expertise administrative, hein, parce que c'est un processus assez normé, en effet, justement, parce que ça s'est construit avec des tas de réflexions qui se sont construites au fur et à mesure de scandales ou de produits particulièrement dangereux, importants, qui ont fait que les règles ont évolué au cours du temps, hein, et je trouve que c'est effectivement une protection pour le patient. Donc ça existe. En revanche, ce qui n'existait pas et ce qui a donné, le Covid a donné un coup d'accélérateur gigantesque, c'est l'évaluation qu'on appelle médico-technique, pour reprendre la traduction des textes européens en anglais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on va évaluer un produit par rapport à ce qu'on a déjà. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'apporte en plus ce produit? Et on le fait sur, justement, des conditions médicales. Alors, en France, on le fait depuis la 91 et la directive de la transparence, parce qu'on a un système avec l'assurance maladie obligatoire qui rembourse, et donc on fixe les prix, donc c'est-à-dire qu'on est en monopsone, en quelque sorte, puisqu'on a, si vous voulez, une centralisation de la fixation des prix. D'autres pays ont d'autres systèmes, mais nous, donc, quand un pays est dans ce système-là au niveau de l'Union européenne, alors qu'il y a la liberté de circulation des biens et services, il doit fixer les prix dans des conditions de transparence, c'est ce que disent les textes européens. Et donc la commission de la transparence, qui ensuite a rejoint la HAS, exerce déjà
cette prérogative avec justement des scientifiques qui doivent rendre leur avis de façon transparente et qui doivent dire est-ce que ce produit apporte quelque chose de plus à la stratégie thérapeutique par rapport aux autres produits de cette classe. Est-ce que les données sont suffisantes? Voilà. Donc, et en fonction de ça, en fait, c'est un guide de décision pour la négociation du prix qui est ensuite fixé par d'autres instances. Donc voilà, l'Europe était là. Et là, ce qui s'est passé donc, en décembre 21, c'est qu'on a accéléré sur un règlement. Il y avait un texte qui était en discussion depuis de très très nombreuses années. Et le fait que l'Europe ait dû acheter de façon centralisée les vaccins du Covid avec cette crise sans commune mesure qu'on avait connue jusqu'à présent, si vous voulez, a accéléré cette prise de conscience collective de se dire mais finalement, cette évaluation qualitative et scientifique du nouveau produit, de l'innovation, c'est pas mal si on le fait à plusieurs. C'est pas mal si on le fait de façon avec des critères qui sont à peu près les mêmes. Et ça aidera les États à négocier les prix et ne pas se retrouver seul, en réalité, même si on est seul acheteur avec l'assurance maladie en France, mais néanmoins seul face à un seul producteur, parce que très souvent, les médicaments aujourd'hui, il y a 1 ou 2 sites de production, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a plein de problèmes d'approvisionnement parfois, qu'on peut connaître par ailleurs. Et donc, finalement, donnons-nous les armes scientifiques, justement, aidées par tout ce qui existe dans les données, dans l'evidence-based, pour donner aussi aux industriels une visibilité, donner aux citoyens cette transparence pour savoir comment est-ce qu'on évalue en termes de qualité du service médical rendu, c'est-à-dire de ce que ça apporte en plus de ces nouveaux produits. Et donc, c'est en ça, effectivement, du coup, évidemment, la HAS, avec ce règlement qui est arrivé en décembre 21, la présidence française de l'Union européenne qui a suivi, il y a eu un très gros coup d'accélérateur où on a présidé les groupes de travail. Là, elle va se déployer d'ici 2025, donc on va être dans les starting blocks pour mettre en place les guidelines au niveau européen et pour que nos critères en France, qui sont établis de longue date avec les scientifiques, puissent être un petit peu, non pas l'alpha et l'oméga, on ne va pas imposer notre système, mais pour autant qu'on puisse apporter à la discussion collective cet apport depuis les années 90, donc ça fait plus de 30 ans que ces évaluations se font de cette façon, donc l'apport de tout ce qu'on a pu réfléchir, mettre en œuvre dans cette évaluation. Professeur Yazdan-Panin, vous vouliez réagir? Non, juste 2 mots, oui. Parce qu'il y a aussi l'Europe de recherche qui est important. Là, on a vu pendant la crise, la recherche fait partie de l'intervention. Pendant une épidémie, il faut préparer, c'est hyper important. Je pense que l'Europe de recherche, on a vu la force que ça peut avoir, l'Europe de recherche. On a vu aussi que l'Europe de recherche n'était pas prête. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer. Je pense qu'il faut vraiment, et on est en train, il y a plein de gens de bonne volonté, tout le monde est d'accord pour bâtir l'Europe de recherche. On a du chemin à faire, mais c'est vraiment important. Alors, je reste sur la HAS, les virus hivernaux. Comment vous voyez les choses? Est-ce que vous allez avoir une approche spécifique de tous les virus hivernaux? Est-ce que vous ne prenez pas cette catégorie de cette façon-là? Comment vous préparez l'hiver qui vient? Alors, simplement, le rôle de sentinelle et de suivi épidémiologique, c'est Santé publique France, dans sa partie anciennement Institut de veille, justement, l'INVS et de veille sanitaire. Donc, j'imagine que le comité que va présider le professeur Autran va travailler assez proche de cette partie-là de Santé publique France. Donc, en réalité, comment ça se passe? Chaque année, par exemple, pour la grippe, on ne sait pas, si vous voulez, quelles vont être les souches qui vont être dominantes dans tel ou tel pays. C'est l'OMS qui travaille sur ce sujet en concordance avec tous les États membres. Donc, nous, c'est l'INVS qui travaille avec l'OMS sur le sujet. C'est isolé. Nombreux mois à l'avance, c'est donné aux industriels pour produire les vaccins. Et ensuite, nous, à la HAS, on les évalue, si vous voulez, quand ces produits arrivent. Et le comité de technique de vaccination, lui, son rôle, justement, c'est de dire, une fois que le vaccin a l'autorisation de mise sur le marché, en fait, en gros, on sait qu'il est efficace, mais on ne sait pas comment le déployer tant qu'on n'a pas une vision populationnelle de l'épidémie. Et donc, c'est à ce moment-là, évidemment, qu'on va faire l'évaluation et qu'on va faire des recommandations. Là, pour les semaines qui vont venir, bien évidemment, on a l'AMM des vaccins bivalents avec les nouveaux variants sur le Covid qui a été donné avant-hier soir.
Donc nous allons réunir le comité ad hoc pour nous prononcer, pour justement établir des recommandations sur ces nouveaux vaccins qui vont se déployer à l'automne pour la vaccination. Et puis cette année, il y aura de façon concomitante la vaccination grippe, j'ai envie de dire, comme habituellement. On n'aura pas encore cette année des vaccins multivalents à la fois Covid et grippe, mais sans doute que ça viendra. Merci beaucoup. On va conclure cette partie d'intervention. On vous garde quelques minutes, sauf le professeur Autran qui est attendu d'urgence, donc le taxi est là, vous pouvez jamais vous accompagner. Et déjà, je remercie les personnes qui nous suivent en direct sur les réseaux sociaux. Et on vous garde un petit peu pour un peu de questions-réponses quand même, c'est très important et traditionnel. Et puis après, on prendra un petit apéritif après ce moment d'échange. Alors, je me tourne. Alors déjà, je vous remercie et je pense qu'on peut applaudir nos intervenants. Je remercie en particulier les députés qui nous font le plaisir, l'honneur de leur présence. Et je vous en prie, prenez la parole, n'hésitez pas